Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff qui reçoit Michel Onfray dans quelques instants. Non seulement dans quelques instants, c'est qu'on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la censure, on va parler du monde, on va parler de l'intelligence et on va parler du fait de qu'est-ce qui s'est rétréci dans ce pays qui s'appelle la France. Qu'est-ce qui est en train de se démonétiser, de se décomposer. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité, le philosophe Michel Onfray. Alors Michel Onfray, vous venez de publier Le deuil de la mélancolie chez Robert Laffont. Je ne vais pas présenter Michel Onfray. Michel Onfray est d'abord pour moi non seulement un philosophe et un écrivain, mais un homme libre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne pense pas dans les passages cloutés, qui ne pense pas dans les chemins balisés, qui a écrit plus de 40 livres et essais. Je me rappelle notamment un journal de campagne il n'y a pas très longtemps, et qui vient donc d'écrire un livre remarquable, Le deuil de la mélancolie, qui est paru chez Robert Laffont. Et puis, je cite toujours Décadence et Cosmos, les deux sommes, des bouquins tout à fait fascinants sur l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, l'histoire des hommes. Et puis voilà, aujourd'hui, Michel Onfray, on va commencer par ça, mais on va parler de beaucoup d'autres choses, bien sûr. Voilà aujourd'hui que vous sortez quelqu'un que vous aimez beaucoup, visiblement, qui est notre conducateur, soleil rouge de notre cœur, notre conducteur des peuples, Emmanuel Macron, et vous lui avez consacré donc une lettre dont vous en avez dans votre Michel Onfray TV, dans votre web TV, vous en avez parlé aussi. On écoutera ça plus tard parce qu'on ne l'a pas tout de suite. Mais alors cette lettre ouverte à Manu, justement, a provoqué énormément, mais alors c'est le moins que l'on puisse dire, un tapage extrême. On va parler aussi de l'Université populaire de Caen, mais on va parler aussi, parce que là aussi c'est une action tout à fait remarquable, et visiblement vous l'arrêtez, on va en parler. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, est-ce que vous n'êtes pas allé peut-être un peu loin, en disant comment, le fondement, le doigt d'honneur, les jeunes, justement, enlacés, c'est formidable, alors c'est vrai, le torseau. Donc, vous avez fait votre déclaration des droits de l'homme. Pourquoi? Alors, ce que je trouve sidérant, c'est que tout le monde s'offusque du commentaire que je fais d'une photo, et je fais un commentaire dans l'esprit de la photo, dans un commentaire ironique. Je dis, mais c'est quand même sidérant, on trouve pas problématique ce doigt d'honneur, mais on trouve problématique que j'appuie sur ce doigt d'honneur, si je puis me permettre l'expression, avec un doigt, si je puis me permettre aussi d'humour, parce qu'effectivement, il y a de l'humour, il y a de l'ironie, il y a de la satire dans mon propos. J'ai fait des poèmes, j'ai fait des livrets d'opéra, j'ai fait des livres d'histoire de la philosophie, des livres de philosophie, j'ai fait des livres sur des peintres. Donc j'ai plusieurs registres à ma disposition, et là je choisis le registre pamphlétaire. On m'a dit, vous avez fait un livre sur Freud qui est un pamphlet. Je dis non, un jour je ferai un pamphlet, vous verrez la différence. Et là les gens voient que si j'avais fait 500 pages sur Freud, j'aurais pu le faire. Dans cet esprit-là, ça aurait pu être un pamphlet. C'est un pamphlet, c'est une satire, même plus précisément, si on veut signifier le genre littéraire. Et ce que je trouve étonnant, c'est que tout le monde se dise Charlie aujourd'hui, tout le monde est Charlie. Mais quand un philosophe dit, bah tiens, soyons-le sur le terrain de la philosophie, alors là, c'est interdit. Pas le droit, oui. Pas le doigt. Et donc, on vous dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous êtes homophobe, etc. Et je me dis, bon, ça me fait plus peur. C'est parce que j'ai eu droit à antisémite au moment de Freud. Là, je suis homophobe. À une époque, quand raciste, j'ai eu droit à ça. Ouais. À une époque, j'avais fait un texte contre le soutien que BHL et quelques autres intellectuels faisaient à Polanski, et je critiquais cette pédophilie qui était tolérée à l'endroit des puissants. Et on avait dit que j'étais un pédophile refoulé. Enfin, j'ai eu droit à tout, à peu près. Donc je me dis, bon, après tout, c'est pas bien grave. À une époque, ça m'aurait probablement secoué. Là, ça me fait plutôt rire parce que ça confirme mes hypothèses. Je vois bien sur les plateaux de télé où sont les macroniens qui s'étouffent, ouais. qui me disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est fini, on a parlé de suicide, on a parlé de... C'est formidable. Ah, carrément. Oui. Michel Onfray se suicide. Ce texte est un suicide nietzschéen, m'a-t-on dit. Ah oui, c'est joli, très ça. bien. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'on dit que je suis mort. Quand j'ai fait mon Freud, BHL m'a consacré une chronique entière en disant que c'était un suicide. Pour le coup, c'est lui qui est mort aujourd'hui, mais je veux dire intellectuellement, je veux dire. Et donc on a cette incapacité aujourd'hui à penser librement. Parce que si vous pensez librement, alors vous aurez droit à ça. Homophobe, raciste, antisémite, compagnon de route de Marine Le Pen, etc. Ce qui s'est passé, c'est donc qu'on ne peut plus débattre, qu'on ne peut plus dialoguer, qu'il y a ce que j'ai appelé un empire maastrichtien. Et ça, c'est un concept sérieux, et je ne rigole pas, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Il y a un empire maastrichtien qui est un État. Il y a un drapeau, il y a une devise, il y a... un véritable empire. C'est un empire, c'est véritablement un ouais. empire. Et cet empire maastrichtien est ainsi fait qu'il dénie la démocratie, qui est pouvoir de dire non
à telle ou telle proposition. Donc tout est fait dans notre système pour que le président de la République, moi je l'ai dit avant les élections, je dis moi je peux vous dire qui sera le président de la République. Ah, vous faites le malin, etc. Je ne vais pas vous donner un nom, mais je m'engage, je coupe ma main droite si c'est pas le cas, je m'engage, on aura un président de la République ou une qui défendra l'euro, l'Europe, Maastricht, le marché, etc. Tout est fait pour ça. Donc Marine Le Pen est une méchante, mais il faut absolument arroser cette fleur du mal parce qu'elle doit être au second tour, de façon à ce que l'élection soit faite au premier tour. Et le soir du premier tour, Macron a gagné. Il le sait bien d'ailleurs, il va faire la fête avec ses copains intellectuels, Stéphane Bern, Bogdanov et quelques autres. Et ça, je l'ai dit à une époque, mais personne, tout le monde dit qu'est-ce qui vous prend. Mais je dis, j'ai fait 2 livres là-dessus pour le 2 journaux de campagne, je me rappelle très bien. Voilà. Donc effectivement, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une criminalisation de la pensée d'opposition. Et qu'elle soit de droite ou de gauche. Et cette pensée d'opposition, elle est présentée justement comme raciste, comme homophobe, comme etc., etc. Donc évidemment, la pensée libre en prend un coup dans l'aile. On n'a pas le droit d'être nationaliste si on aime la France, si on aime le drapeau bleu, blanc, rouge, si on aime la liberté, l'égalité, la fraternité, à quoi j'ajoute la laïcité et le féminisme, parce que je pense que il faut augmenter la devise de cette République. On vous dit, oh là là, mais nationalisme, Marine Le Pen, Vichy, le nationalisme, c'est la guerre, etc. Mais je dis, mais vous avez le droit, vous, d'être nationalistes, les Européens, les gens, les tenants de l'Empire maastrichtien. Il faut vénérer votre drapeau, il faut vénérer votre euro, il faut vénérer votre programme politique. Et quand le peuple dit, non, on n'en veut plus de ce projet-là, parce que l'Europe libérale ne nous intéresse pas parce qu'elle est libérale, mais on veut vraiment de l'Europe, on dit non au traité européen, et à ce moment-là, on dit vous l'aurez quand même. 2005, on se rappelle. Alors, je dis, maintenant, si effectivement on a le choix entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron, et que tous les autres sont présentés comme l'empire du mal, alors je dis effectivement que nous ne sommes plus en démocratie, et qu'on a beau jeu de dénoncer les régimes illibéraux, comme il est dit, quand il s'agit d'Erdogan, quand il s'agit de Trump, quand il s'agit du gouvernement polonais, par exemple, nous sommes désormais dans un régime illibéral. Mais alors, autre chose par rapport à cette lettre, je reviens un peu, c'est que, est-ce que ces gens n'ont aucune ignorance, n'ont aucune connaissance, pardon, les pamphlets de fin 20e siècle, mais étaient 10 fois plus forts, encore, je veux dire, plus insultants que votre lettre, votre lettre l'est. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'impression qu'on ne tolère plus certains mots, quand on dit brutalement les choses, ou en tout cas cache, si je peux me permettre cette expression, eh ben ça passe plus. Pourquoi ? Oui, moi je pose une question en disant, mais on voit bien ce qu'est ce doigt, ce qu'il signifie, on voit bien le fondement, mais c'est quoi le fondement ? Ce doigt est mis dans quel orifice ? Vous êtes allé fort, là. Ah oui, non, mais enfin, c'est aussi, je le fais de manière ironique, mais je le fais aussi de manière politique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un président de la République tolère ce geste ? C'est le doigt dans le cul de qui, s'il faut parler franchement et clairement, parce que ça n'est pas un geste neutre. Non. Je renvoie même à l'encyclopédie Wikipédia en disant soyons fous. Pour une fois, je fais référence à Wikipédia. Si vous citez Wikipédia, où allons-nous ? C'est juste pour dire, on va prendre le degré 0 de l'information, et même le degré 0 de l'information donne cette définition-là. Mais sur des plateaux de télé, je me suis entendu dire que le doigt d'honneur n'était pas un doigt d'onneur. Ah bon ? Mais bien sûr, non, donc c'était pas grossier, que c'était pas vulgaire, c'est une espèce de signe comme ça que pratiquent les jeunes, une espèce de signe de reconnaissance, etc. Il y a même un élément de langage aujourd'hui qui consiste à dire que ce doigt d'honneur est envoyé dans le trou de balle des électeurs de Marine Le Pen, puisque c'était une façon de dire, ah mais vous avez vu les gens qui nous disent que dans ce quartier on n'est pas en sécurité, eh bien on leur met le doigt là où vous pensez. Donc formidable, intéressant. Ce doigt d'honneur n'est pas un doigt d'honneur, et s'il est un doigt d'honneur, il n'est pas un doigt d'honneur comme il faut le penser. Donc il est un doigt d'honneur dans le sens de leur histoire. Absolument. Et alors c'est totalement orwellien. Il y a une nouvelle traduction de 1984 qui vient de paraître, je suis en train de la lire, et je me dis mais on est en plein dedans. C'est-à-dire cette façon de réécrire l'histoire. Oui, réécrire l'histoire, interdire la pensée libre, criminaliser toute pensée libre et autonome, psychiatriser même. Vous avez vu quand même qu'on a demandé une expertise psychiatrique pour Marine Le Pen. Absolument. Et qu'on la demande pour Jean-Luc Mélenchon, qu'on la demande pour Emmanuel Macron. Mais bientôt pour vous, c'est clair. Et pour moi, c'est déjà fait, puisqu'on a décidé que j'étais homophobe et que j'étais avoué aux gémonies, puisque je n'ai pas d'humour. On m'a fait savoir il y a peu de temps que j'étais à peu près à la hauteur de Patrick Sébastien, et encore Patrick Sébastien est drôle, etc. J'ai dit, mais continuez, mes amis, tant que vous penserez des choses comme celle-là, que vous lui direz sur les chaînes de télévision et de radio, vous allez dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen. Parce que ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que en niant le doigt d'honneur, en niant qu'il y ait doigt d'honneur, en niant que ce doigt d'honneur signifie quelque chose, et en niant qu'on puisse poser la question qu'est-ce que ça signifie, en niant même qu'on puisse y mettre les formes ironiques et humoristiques, on se dit voilà, criminalisation de la pensée, c'est tout à fait visible, c'est clairement visible. Mais alors Michel Onfray, comment vous expliquez, juste pour
terminer, mais Clore, comment vous expliquez qu'il accepte de se faire photographier comme ça? Il le voit pas, lui, parce que c'est pas un type imbécile, c'est pas un type, c'est pas un ilote. Macron, il s'est pas rendu compte que en disant mais oui mon petit fais autrement, allez sois plus un délinquant et puis se faire photographier comme ça, il se rend pas compte. Enfin c'est quoi? Ça traduit quoi? Vous savez, j'ai fait 2 livres précédents là sur cette question et il y a plein de moments où on voit un homme immature. Ce garçon est immature. Il cite le général de Gaulle. Mais il fait des choses la personne ne l'oblige. Hein. On me dit ah oui vous êtes nostalgique du général de Gaulle. Je dis mais c'est pas moi qui mets le volume de Pléiade de général de Gaulle sur la photo officielle avec Gide et avec Stendhal en plus. Stendhal, oui absolument. Si on veut réfléchir un petit peu à la signification de tout ça, je l'ai dit, ce sont des messages codés. Pour qui veut décoder, on décode. Gide, Stendhal, de Gaulle, c'est vrai que c'est... Corridon, vous voyez, par exemple, là, quand on est le chef de l'État, on choisit... La porte étroite, c'est ça. Ne continuez pas à filer ma métaphore. Mais, je dirais, il y a Corridon, c'est quand même un auteur qui fait l'éloge de la pédophilie. Souvenez-vous, quand il s'en va draguer les garçons, je parle de Gide, en Afrique du Nord, et qu'on lui dit, enfin, tout de même, il lui dit, mais mon Nobel me couvre. Et quand il tripote des petits garçons, il leur dit, n'oublie pas mon nom, je m'appelle François Mauriac. C'est-à-dire, c'est quand même cet homme qu'on choisit comme auteur pour le mettre sur le bureau de l'Élysée. Cela dit, ça, il faut pas en déduire de Macron que... J'en déduis quand on a des conseillers en communication payés très cher et un nombre considérable de gens, qu'on fait attention quand on choisit 3 volumes de Pléiade, on peut en choisir 600 à peu près. On fait attention quand on choisit ça. Quand on choisit Stendhal, parce que Stendhal c'est aussi le rouge et le noir, et c'est aussi Julien Sorel qui drague Madame de Rênal, c'est-à-dire un jeune garçon qui est censé travailler pour son patron et qui saute sa femme. Je veux dire, ce sont pas des messages subliminaux, ça. Ou alors, je comprends pas, quand on paie si cher des gens qui font de la communication, de laisser faire des choses comme celle-ci, et de laisser faire une photo avec un doigt d'honneur, on peut imaginer qu'il ait été piégé. Mais mon problème... Oui, parce qu'il n'a peut-être pas vu le doigt d'honneur. Encore que quand vous posez avec quelqu'un, enfin bon. Oui, ouais. Mais dont acte, il a été piégé. Mais il a commenté en expliquant qu'il n'avait rien à dire sur ce sujet-là, puisque c'était les autres qui étaient en gros des suppôts de Marine Le Pen. Sous-entendu, il va falloir voter pour moi aux prochaines européennes. Hein. Tout est fait pour ça. On criminalise les pensées libres et autonomes. On nous dit aujourd'hui, vous avez les populistes et les progressistes. C'est gros comme une maison. Alors, Michel Onfray, tout à fait. Non, mais on va parler de cela et on va parler je voudrais vous parler de l'Université populaire de Caen et de ce qui s'est passé avec France Culture. On va parler évidemment aussi de France 5, de la déprogrammation, de la censure. Il y a eu 2 choses qui ont vraiment frappé. C'est effectivement la suppression, par France Culture et l'histoire de France 5. On va en parler tout de suite après la pub. Dans quelques instants, avec André Berkoff et Michel Onfray sur Sud Radio. Michel Onfray, je voudrais qu'on parle un peu de l'Université populaire de Caen, que vous avez décidé d'arrêter, et c'était quelque chose de tout à fait remarquable, puisque vous donniez de façon extrêmement régulière à Caen, qui est votre ville, des cours avec, je crois qu'il y avait 1200 à 1500 personnes de façon régulière, et vous décidez d'arrêter. Et là, expliquez pourquoi. Alors oui, vous avez raison, il y a plus de 1000 personnes, et 1000 personnes, ça suppose un amphi qui soit capable de les accueillir. Hein. Donc c'est pas forcément facile non plus dans une ville avec des salles qui font 120, 130, 200 ou 500, avec des petites jauges d'accueillir autant. Alors vraiment, ça réduit beaucoup. Donc il y avait une possibilité qui était l'université. On payait, hein. Je veux dire, moi mon cours, j'ai jamais gagné un seul centime, j'ai toujours travaillé gratuitement, bénévolement, sauf que chaque séance donnée dans une salle de 1000 personnes, nous devions payer entre 2000 et 3000 euros à chaque fois. L'allocation de l'amphi. Chaque séance était payée 2 ou 3000 euros. D'accord. Donc, à un moment donné, il y a 2 ans, j'ai demandé au maire de Caen s'il pouvait me trouver 14 séances au jour de son choix, à l'heure de son choix. Ça pouvait être à 9h le matin, le dimanche. Ah oui, vous lui laissez le choix, pas de problème. Oui, je dis, moi je tiens pas à mon heure, je tiens pas à mon jour. Vous me dites quand vos salles sont libres, et puis je fais mon cours. La première année, il n'a pas pu trouver de date. Donc, je me suis rabattu sur Deauville qui m'a dit, mais nous disposons d'une salle de 1500 places, on peut vous la louer et pas vous la prêter. Parce qu'on me reproche d'être allé à Deauville ensuite. Je dis, mais trouvez-moi une salle qui accueille plus de 1000 personnes, et puis on ira. Et l'année qui devait arriver, là, c'est la même chose. Je reprends contact avec le maire. Alors, l'an dernier, quand je lui dis finalement je vais aller à Deauville, il me fait juste un texto en me disant, désolé. Ah ouais, c'est tout. Désolé. Très bien. Bon, d'accord, très bien, merci monsieur le maire. Et donc l'année suivante, je dis bon, on s'y prend beaucoup plus tôt. Ma demande est toujours la même, 14 séances pour accueillir 1000 personnes.
Avec jour de votre choix, heure jour de du votre choix, choix. et ils m'ont répondu tout et n'importe quoi, en me disant oui, il y a un truc là, un jeudi, le lendemain il faut faire cours le vendredi, puis après il y a 2 dispositifs qui sont dehors pour une fête de la musique, prêts à accueillir 10 000 personnes, donc vous allez pouvoir faire votre cours, sous-entendu dehors, il va peut-être même pouvoir pleuvoir. Puis après il y aura un autre dispositif dans le château, vous allez pouvoir aussi faire votre cours. J'ai dit mais attendez, vous n'avez pas pu trouver 14 séances quoi. Donc je me suis dit on va repartir sur Deauville, et je me suis dit mais en même temps je suis assez peu désiré à Caen quoi. L'amphi-médecine. Michel Onfray, l'université n'avait pas le choix. Le recteur ne peut pas, lui, choisir. Alors, l'université avait un conseil d'administration qui s'est réuni. Ouais. Il y avait un amphi de médecine qui pouvait accueillir plus de 1000 personnes. On a demandé l'autorisation de le louer. C'est-à-dire, là encore, 2 ou 3 000 euros par séance. 14 fois, il y a eu une réunion du conseil d'administration qui a voté massivement contre. Ah, d'accord. Pour des raisons de contenu et d'idéologie. Je rappelle que, quand même, cette université de Caen en médecine s'était fait connaître peu de temps avant pour des bizutages assez sévères, avec des simulations de viol, voire avec des suspicions de viol. Et ce sont ces gens-là qui n'ont rien trouvé à redire à ce genre de bizutage dans l'enceinte de l'université, qui ont estimé que le contenu de mes cours n'était pas compatible donc censure avec la science. Bien sûr, censure du conseil d'administration qui massivement a voté contre. Alors on se dit, le maire de Caen n'a pas semblé très désireux que je puisse continuer. L'université m'a fait savoir clairement qu'elle ne voulait pas de moi. 2-3 ans avant, j'avais eu des problèmes avec le Zénith qui avait touché une enveloppe pour faire de la publicité. Il n'y a pas eu de publicité. J'ai quand même fait 2 cours par jour pendant 7 jours. J'ai fait 14 séances sur 7 jours et j'ai rempli la salle du Zénith. Il y a eu 15 000 personnes dans la semaine sans aucune publicité, avec de l'argent qui avait été versé et dont on n'a rien vu par la suite. Toute cette affaire que j'ai dénoncée dans la presse locale a été précisément dite. Personne n'a repris l'affaire en disant on va peut-être mettre le nez là-dedans, véritablement. Alors que nous, à l'université, on avait eu droit à quelqu'un qui est arrivé un jour en embarquant 10 années de comptabilité pour voir si je ne m'enrichissais pas personnellement. Hein. On a été obligé de faire des parapluies, on a été obligé de faire des crayons à papier. Je me suis fait engueuler par le président de région parce que sur les crayons à papier que nous faisions pour vivre, pour que je puisse bosser gratuitement, il n'y avait pas le logo de la région. C'est bien. Donc, oui, effectivement. On voit la démocratie gouverner, oui. Donc, j'avais décidé qu'il n'y aurait plus rien en Normandie. Après, j'avais décidé, parce que j'ai fait des conférences à Strasbourg et à Besançon il y a encore quelques temps, et je suis touché par les gens qui me disent formidable, l'université populaire, ça fait des années qu'on vous écoute, ça fait des années qu'on s'arrête, qu'on emmène le poste au fond du jardin, qu'on boit l'apéro, qu'on ouvre le rosé, et puis qu'on se met sur la terrasse, et que religieusement, avec des amis, on vous écoute, etc. Et je me suis dit, mais je dois des choses je dois les cours à ces gens-là. Ouais, et j'avais le projet de ne pas... Alors ça, j'aurais communiqué plus tard, mais j'avais le projet d'arrêter la Normandie en disant ça suffit. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'Hervé Morin, le président de région, était à nos côtés. Et que lui, il a vraiment été très bien. Et qu'il est... on va pas rentrer dans les détails, mais lui nous a soutenus. Parenthèse fermée, juste pour dire, eh bien, cette université populaire, je vais la faire ailleurs. J'avais des projets avec mon ami Denis Molin à Bordeaux, avec Paul Orsoni à Bastia en Corse, ou dans d'autres endroits auxquels j'avais songé. On n'était pas allé aussi loin sur ce sujet-là. Et puis, je découvre par un mail envoyé à mon éditeur sonore, Patrick Frémaux, que Sandrine Trainer, patronne de France Culture, a décidé de supprimer la diffusion de mon cours sans me le dire. Ah, vous n'avez même pas je n'ai même directement pas eu de contact direct. Pas de mail, pas de ni téléphone, ni elle a mon numéro de portable. J'ai appris que le cours était supprimé par Frémaux qui me dit... Quand ça C'était il y a 10 jours, là. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Et l'origine de cette lettre qu'on me reproche aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais s'il a l'impression que c'est en me coupant la chic que je vais me taire définitivement, je dis, il se trompe. Et remettons-en un petit coup. Parce que vous pensez que, soyons clairs, l'interdiction de France Culture émane directement d'en haut ? Écoutez, la dernière fois qu'on m'a donné des chiffres, parce que sous Sandrine Trainer, je dirais, on ne les a pas eus, mais c'était Olivier Poivre d'Arvor qui était le directeur de la chaîne, il me disait que mes cours étaient podcastés à hauteur d'1 million. 1 million de podcasts. L'été. Quand la chaîne donnait ses podcasts, en donnant ses records, on passait au personnage juste en dessous qui était à 300 000. Moi, on a toujours oublié de dire que je faisais 1 million. Mais peu importe, j'ai jamais fait de mise au point. Oui. On avait même, mon éditeur sonore m'avait même fourni un pourcentage du taux d'audience annuel de France Culture à partir du cours, etc. Peu importe. Donc ça marchait. Ça marchait. J'ai fait 12 ans d'un cycle qui était la contre-histoire de la philo. Au bout de 12 ans, on m'aurait dit on arrête ce cycle. J'aurais trouvé ça normal. Oui, normal. On peut me dire, bon, vous avez fait 12 ans, bon voilà. J'ai redémarré, avec l'accord de France Culture, un autre cycle qui s'appelle Brève Encyclopédie du Monde, qui était constitué de Cosmos, vous en avez parlé tout à l'heure, Décadence ensuite, et puis Sagesse, puis après, enfin bon, j'avais un projet pour 15 ans encore, s'il fallait vraiment trouver sur 15 ans. Eh bien, j'ai fait Cosmos, 2 années, j'étais parti pour faire Décadence, 2 années, et Sandrine Trainer arrête
en plein milieu du cycle des cadences. En plein milieu. Elle aurait pu me dire, l'an prochain, ça va, mais on va arrêter après décadence. Et puis, c'était compréhensible d'un point de vue technique, ou même d'un point de vue, je ne veux pas dire idéologique, mais du contenu. On a fini un cycle, on peut dire, voilà. On s'est suivi sur Cosmos, sur décadence. Elle arrête en plein cycle. En plein cycle. Et alors, est-ce que vous avez eu, soit des renseignements, tout ça, on va pas en parler, on va parler d'autres choses, mais est-ce que vous avez eu des renseignements comme quoi ça pouvait venir d'en haut? À votre avis, Vous savez, quand on censure, on dit pas, on n'envoie pas un papier en disant virement en frais du service public avec un papier tamponné qui peut se retrouver dans le canard enchaîné. Ce sont des insinuations, des non-dits dans les dîners, on fait savoir que, et puis on entend, et puis quand on dit tiens, il va y avoir un refaçonnement un petit peu de l'audiovisuel, on peut peut-être aussi donner des gages, c'est pas forcément un coup de fil direct, mais je rappelle que Sylvain Faure, qui est la plume du président, a fait savoir, ça avait été repris dans le journal du dimanche et dans Le Parisien, que nommément, je posais problème à l'Élysée et que, avec d'autres comme Zemmour ou Finkielkraut, il y avait un discours qui était problématique et qu'il y aurait un genre de cellule riposte pour répondre à cette à ces idées-là. La chose a été dite, on avait même donné des noms de Michel Serres ou de Pierre Nora en disant qu'il faudrait qu'on entende des intellectuels qui, eux, sont de qualité, puisqu'il a cessé de dire des choses désagréables, notre ami Manu, me concernant. Donc, bon, voilà, il a le droit de dire des choses désagréables sur moi, mais j'ai aussi le droit de lui répondre de manière désagréable. Monsieur Besson, récemment promu par la grâce présidentielle, consul à Los Angeles, a écrit des choses désagréables sur mon compte dans un livre qui était le livre de campagne. Ça me paraît normal, c'est de bonne guerre. Moi, je vais pas appeler la police et je vais pas porter plainte. Il fait son travail. La liberté, c'est la liberté. C'est la liberté. Et donc, je dis, j'émets une hypothèse. D'ailleurs, une hypothèse confirmée 3 jours après par la 5, qui décide de me déprogrammer d'une émission de santé, où j'allais parler quand même de l'AVC, avec Marina Carrère d'Ancos. Et mon attaché de presse m'a dit, écoute, l'émission est annulée, j'ai rien pu faire, c'est eu égard à ton texte, la chose a été clairement dite. Au texte, donc, sur Manu, dont nous avons parlé, Macron. voilà, et que l'invitation disparaît. Et alors après, on m'a fait savoir, la direction, je crois, que la direction me soutenait, que c'était pas du tout ça, et que c'était une décision de l'émission elle-même, de la productrice de l'émission. Apparemment, c'est Madame Carrère, Marina Carrère d'Ancos qui a pris la décision de me désinviter parce que j'ai écrit cette lettre. On peut pas mieux dire que finalement on censure quelqu'un. Il n'était pas question que j'aille dans cette émission pour parler proctologie. Il était question que j'y aille pour parler d'AVC dans le journal de la santé. Donc on pouvait faire l'économie de tous les doigts d'honneur du monde. Mais alors ce qui est étonnant, si tous les doigts d'honneur vous laissent donner la main. C'est ça. Ça, nous allons tweeter et retweeter. Mais Michel Onfray, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, tout ça, ça va pas vous arrêter. J'ai pas l'impression que ça va vous rendre muet. Mais c'est vraiment mal me connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai brûlé mes vaisseaux en disant, vous voulez plus d'université populaire, il n'y en a plus. Si effectivement la diffusion ne se fait plus à France Culture, si je n'ai plus de salle, si etc., j'arrête. Faut pas croire que j'ai besoin de ça. Moi, vous allez juste priver les gens. C'est pas moi qui prive. Je dis, vous voulez pas m'accueillir, vous voulez pas me loger, vous voulez pas, etc. Pas de problème, vous voulez plus diffuser, pas de problème, j'arrête. Moi, je vais me retrouver devant beaucoup plus de temps, je pourrais écrire de nombreuses lettres à Manu et plein d'autres choses. Non, je suis un homme libre, moi. Vraiment, je suis un homme libre, tenu par rien ni par personne. Mais ce qui est étonnant, quand même, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait, finir là-dessus quand même très rapidement, mais qu'est-ce qui a fait que la France a régressé au point que nous avions, encore une fois, on va pas faire c'était mieux avant, la 3e, la 4e République, quand on repasse les pamphlétaires, quand on voit ce qui se lançait, Napoléon le Petit, Victor Hugo et puis tous les autres, enfin, même Mitterrand avec De Gaulle, le coup d'État permanent, enfin, je veux dire, je parle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais c'est ne plus supportable? C'est ça qui est étonnant. Écoutez, moi, jeune auteur, j'avais 28 ans quand je suis arrivé chez Grasset, Jean-Claude Fasquelle, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, mais il n'est plus le patron, m'avait dit dans son bureau, le politiquement correct. Savez-vous ce que c'est? Il m'avait dit en anglais, mais je parle pas assez anglais pour pouvoir vous redire ça en anglais. Et je lui dis non, pas du tout. Il me dit, vous verrez, ça va être la prochaine plaie dans les 30 années qui suivent. Il l'avait dit Jean-Claude à l'époque. 1988, 89. Et hélas pour nous, il avait raison. Tant mieux pour lui parce qu'il avait vu avant l'heure comment les choses se passeraient. Et de fait, nous avons exporté notre propre pensée. C'est-à-dire que toute la pensée déconstructiviste, les Derrida, les Foucault, les Deleuze, etc., est partie aux États-Unis, est revenue nimbée d'une espèce d'aura formidable. L'auréole. Voilà, c'est l'auréole américaine. Et d'un seul coup, les petits Français courent après les Américains, et tout ce qui est devenu le politiquement correct de cette époque-là est entré dans nos mœurs.
Les idéologies se sont effondrées, le christianisme ne fait plus recette, le marxisme ne fait plus recette, donc on a des idéologies identitaires, vous avez les identitaires musulmans par exemple, les et puis là islamistes, on a, les autres, on a etc. les identitaires du politiquement correct qui veulent chercher de l'antisémite partout, de l'islamophobe partout, de l'homophobe partout. Et heureusement, nous avons des Michel Onfray, des Finkielkraut, des Zemmour et quelques autres. Et nous avons encore Sud Radio. Allez. Et nous avons encore André Berkoff. On vous retrouve demain à midi sur Sud Radio en direct dans tous vos états. André Berkoff, merci à vous Michel Onfray d'être intervenu sur Sud Radio.